Donc, nous continuons avec le volet 3, le citoyen et ses données en santé, une responsabilité sociale partagée. Et cette prochaine session s'intitule « L'innovation numérique, concilier innovation, responsabilité et pertinence sociale et empowerment citoyen ». Et donc, pour la première présentation, je ne bouge pas parce que je vais présenter avec ma collègue Doriane Etienne. Doriane, tu peux venir me rejoindre. Merci. Et donc, le titre de notre présentation est « L'innovation numérique responsable entre cadre théorique et réalité pratique ». Doriane va commencer la présentation et je vais reprendre par la suite. Vas-y, toi. Merci. Donc, pour vous expliquer un peu le contexte de notre projet de recherche, vous l'avez déjà tous bien résumé hier et aujourd'hui. Donc, au Québec, les contraintes légales pour utiliser les données secondaires dans un système complexe nous ont amené un peu à nous poser des questions sur comment était perçue justement l'innovation responsable, entre guillemets. Donc, l'idée était vraiment de comprendre comment s'agençait donc toute la complexité du système, l'IA, et puis aussi la vision du projet de loi 19, et ce que ça allait impliquer en recherche, et surtout comment la réalité terrain, finalement, quelle était la réalité de terrain des chercheurs, donc qui sont les premiers exploitants de la donnée de santé. Puisqu'il faut savoir que l'implémentation d'un point de vue opérationnel, en tout cas pour tout ce qui est loi de santé et loi de protection des données personnelles, n'a pas encore été décidée à Québec. Désolée, je suis un peu stressée, c'est ma première présentation. Ça va bien aller. Donc, du coup, les objectifs de notre étude et de la présentation. Donc, ce qu'on a fait, pour vous expliquer, c'est qu'on a choisi 3 cadres théoriques soutenant et guidant l'innovation numérique responsable. Nous avons effectué une étude de cas multiples, c'est-à-dire comparer ces cadres théoriques et à savoir s'ils étaient implémentés dans 3 solutions numériques visant à la valorisation des données de santé. Donc, l'objectif secondaire de notre étude était vraiment de comprendre les barrières et les facilitateurs à l'innovation numérique responsable, c'est-à-dire les valeurs sociétales, les risques et les considérations éthiques, et puis aussi avoir des insights un peu pour guider la réflexion sur les concepts clés de l'innovation responsable. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est vraiment vous présenter la partie méthodologique et puis les résultats, puisque l'idée, c'était vraiment d'injecter des éléments réflexifs, éthiques et pratiques pour réfléchir socialement et pratiquement, donc 1, à la culture numérique en santé, 2, à la pertinence sociale des innovations numériques, 3, à la démocratie numérique, et 4, à la faisabilité de l'innovation numérique responsable. Donc pour ça, nous avons utilisé dans un premier temps les données d'accès public en ligne, tout ce qu'on trouvait sur les innovations, et puis nous avons essayé de comprendre ce qu'on pouvait percevoir de la solution numérique à partir des données, donc pour le citoyen, le chercheur ou le professionnel. Pour ce qui est des innovations, nous avons choisi des innovations assez variées, donc qui utilisent vraiment les données de santé dans une optique d'amélioration des soins de service en utilisant l'IA, soit pour accélérer la recherche, pour accélérer les retombées en termes de pratiques de soins, avec une collaboration interprofessionnelle pour soutenir les patients ou les professionnels dans leur travail. Donc pour cela, les données d'accès public nous ont permis de créer un portrait d'innovation à partir d'un gabarit descriptif. On a utilisé, donc, comme je vous le disais, ce gabarit pour avoir une analyse thématique, et puis aussi on a utilisé des entrevues on a croisé les données donc, pour avoir des datas. Puisque
on peut le dire comme ça. Le gabarit descriptif nous a vraiment permis de montrer, en utilisant ce qu'étaient les cadres. Là, je crois que je me perds dans mes explications. Mais je peux y aller. Mais vas-y, parce que ça, tu l'as. Oui, oui. Donc, en fait, l'idée, c'était, avec ce gabarit descriptif-là, lui, on a vraiment utilisé deux portions, si on veut, dans la fiche descriptive des innovations qu'on avait choisies pour notre étude. Donc, d'une part, on voulait essayer quand même d'accumuler suffisamment de données pour bien les comprendre dans leur trajectoire d'innovation en soi. Puis par la suite aussi, on utilisait justement les construits qu'on avait retrouvés dans les cadres théoriques de l'innovation responsable, l'innovation numérique responsable, mais aussi l'innovation responsable en soi, pour aller voir justement qu'est-ce qui était présent ou moins présent dans les innovations. Puis à partir de ces fiches-là, par la suite, on a effectué quelques entrevues avec des informateurs clés de chacune de nos 3 innovations pour vraiment aller compléter l'information, puis aussi aller être capable de voir, dans le fond, quelle information de plus on était capable d'aller trouver avec eux qu'on n'allait pas nécessairement retrouver en ligne aussi. Et donc, les cadres théoriques qu'on a utilisés sont la Déclaration de Montréal pour l'IA responsable, les principes FAIR et les cadres de l'innovation responsable dans le domaine de la santé de Pascal Lehoux. Donc, l'idée, c'était de savoir si vraiment il y avait, ces cadres étaient utilisés en amont dans la conception, si en tout cas il était venu à l'idée du concepteur, de l'innovateur, d'avoir pensé à ces cadres-là pour pouvoir l'aider à guider son développement. Tu reprends ? Oui, si tu veux. Normalement, c'est à ton tour. Parfait. Merci, Doriane. Et puis... Elle n'est pas rendue très loin. Donc, moi, ce que je vais vous présenter, c'est en fait les résultats de cette petite analyse. C'est vraiment un petit projet de recherche qu'on a fait. Donc, les résultats de notre analyse thématique. Puis, vous allez voir, au final, les thèmes dont je vais parler aujourd'hui, ils ont été discutés hier, ce matin aussi. Donc, on ne vous serait pas perdu du tout. Donc, ici, tout d'abord, je vous présente un peu le portrait de cette analyse thématique-là. 4 grands thèmes qui sont vraiment ressortis en termes de qu'est-ce qui émerge de notre analyse des données lorsqu'on essaie de faire de l'innovation numérique, valorisation des données de santé, de ces 3 innovations-là qu'on a choisies, et puis de le faire de façon responsable. Donc, les 3 thèmes, le premier, c'est toute la question des partenariats. Désolée, je ne sais pas non plus pourquoi j'ai juste des numéros 1 ici écrits, mais bon, c'est l'enjeu de la technologie, il faut croire. Donc, le premier, c'est toute la place des partenariats. Donc, il y a vraiment quelque chose de positif ici parce que de toutes les innovations qu'on a regardées, que ce soit à partir des données d'accès public ou aussi des entrevues qu'on avait avec les gens, il n'y avait aucune remise en question que c'est pour faire de l'innovation numérique, responsable ou pas, mais bon, qu'elle soit responsable, mais sans nécessairement qu'on couvre tous les domaines des outils théoriques de l'innovation responsable. C'est sûr que c'est la première chose qui a émergé. Vous voyez les sous-thèmes ici, mais je vais reparler de chacun de ces thèmes-là plus en profondeur. Le deuxième, c'est toute cette question-là ou préoccupation-là en lien avec un discours que moi, qu'on a appelé marketing, dans le fond. Puis qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on voit quand même qu'il y a beaucoup de buzzwords, il y a beaucoup de termes qui sont utilisés. On en a parlé ce matin, puis hier aussi, le fait qu'il y a il y a quand même tout un enjeu de sémantique, en fait, très, très, très important. Puis là, bon, on est entre nous, on parle aussi de termes comme l'acceptabilité sociale. Mais Nathalie l'a nommé ce matin aussi, le fait que dans leur baromètre, par exemple, quand on approche les gens, on ne nommait pas nécessairement ce concept-là, ou professeur Caron aussi a nommé la question que même le renseignement de santé, par exemple, les gens ne s'entendent pas. Mais sur ce deuxième thème-là, en fait, c'est que nous, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même une espèce de fusion ou de confusion même qui va arriver entre un discours qui est de l'image, un discours un peu marketing de comment on présente l'innovation versus le discours scientifique, puis on se perd vraiment beaucoup dans ces deux-là. Ils viennent vraiment à se fusionner, si on veut. Donc, je
j'ai encore d'autres choses à dire là-dessus, donc je vais y revenir. Troisième thème, la trajectoire de l'innovation. Là, vous l'aurez compris, il y a beaucoup de défis, vraiment, vraiment beaucoup de défis, puis encore d'autres défis. Ça, je vais expliquer par rapport à ça aussi. Puis les derniers, celui-là, je vais passer un petit peu moins de temps, mais c'est concernant la vision de l'IA. S'il me reste du temps, là, je pourrais parler un petit peu plus de celui-là. Alors, premier thème, les partenariats. Donc, nous, ce qui est émergé pour nous de notre analyse, c'est, donc, bon, je l'ai déjà nommé, mais le fait que les partenariats sont vraiment incontournables. On a quand même vu 3 grands types de partenariats. Et en fait, c'est drôle parce que, en tout cas, j'explique ma diapositive, puis après ça, je vais revenir sur ce qui m'a fait rire brièvement. Les 3 types de partenaires qui émergent, donc, on a gouvernement et ministère, organisations de soins et services, puis les citoyens et les usagers. Peut-être, si on aura le temps dans la période de discussion, j'aimerais aussi beaucoup revenir sur le concept de citoyen. On parle beaucoup de citoyens, puis je pense qu'il y a aussi une question à se poser concernant ce terme-là, mais je le mentionne comme ça pour notre stationnement d'idées plus tard. Pourquoi je dis que ça m'a fait rire? C'est parce que je me rends compte aussi qu'en ce moment, ici, il y a comme un autre partenaire, on dirait en fait, il y a 2 autres partenaires qui ne sont pas nommés, qui sont aussi là, mais vu que c'était un peu les gens avec qui on parlait, c'est comme on ne les voit pas. Puis je pense que ça va encore souligner cette confusion-là qu'on peut avoir, tout particulièrement lorsqu'on est une personne qui va essayer de comprendre c'est quoi cette innovation-là, c'est une personne du grand public. On va aller sur le site web, par exemple, on va essayer de lire un article de journal, comprendre vraiment qu'est-ce que c'est que cette innovation-là numérique. On voit qu'il y a quand même une confusion entre recherche et industrie, par exemple, puis tout particulièrement pour les gens qui ne vont pas baigner nécessairement dans ce contexte-là. Donc, quelques mots sur ces partenariats-là. D'une part, concernant les gouvernements et les ministères, c'est sûr qu'il y a beaucoup de facilitateurs puis il y a beaucoup de barrières qui vont émerger, mais on voit quand même que c'est un grand facilitateur dans le contexte des 3 innovations qu'on a étudiées. Souvent, ça va même être un moteur d'innovation dans le cours de la collaboration. Donc, par exemple, on pourrait avoir déjà eu une première idée concernant notre projet, notre innovation, puis dans le cours de ces conversations-là avec le ministère, il y a d'autres choses qui vont émerger. Évidemment, une grande source de financement. Mais là où le bas blesse, continue de blesser peut-être pour la recherche ou la science, c'est l'idée qu'évidemment, la fin clinique, elle va toujours primer dans ces partenariats-là et ces collaborations-là. C'est vraiment ça que les innovateurs doivent mettre de l'avant. Hier, on en a parlé toutefois du fait que, en fait, pour nous, les chercheurs, c'est toujours l'enjeu de dire, en fait, il y en a des fins cliniques, hein, puis, mais de pouvoir vraiment le vulgariser, le montrer. Je m'éternise déjà un petit peu trop sur cette diapositive-là, mais le deuxième, c'est Organisation de soins et services de santé. Hier encore, on a eu une fabuleuse présentation qui a tout à fait démontré ça. Manque de capacité, manque de ressources, manque de technologie. Donc, on n'est vraiment pas dans le même monde, par exemple, que le monde de l'industrie. Évidemment, il y a toute une question aussi de littératie numérique, puis là, on parle aussi des professionnels de santé, des soignants aussi. Et dans un contexte où les choses peuvent changer fréquemment aussi. On va utiliser quelque chose une fois, puis bon, il y a toute une difficulté à voir comment on amène cette innovation-là, dans le fond, à se normaliser aussi. Mais c'est quand même une réalité que l'accès à ces matériaux-là, à ces technologies-là, elle n'est pas nécessairement là. Mais l'autre chose qui a été soulignée, c'est qu'en termes de faire avancer justement l'innovation, c'est que la collaboration avec les équipes IT d'information et de technologie des organisations de soins et services, elle est vraiment fondamentale. Puis effectivement, souvent, quand on commence très tôt, il y a une belle collaboration de co-design qui va s'installer et de conversation justement pour comprendre bien les 2 mondes, par exemple, entre l'industrie, la recherche et les organisations. Et le dernier, c'est les citoyens et les usagers. Vous l'aurez compris que c'est là aussi où le bas continue de blesser, parce qu'on le dit incontournable dans le discours marketing, mais dans l'image qu'on produit concernant l'innovation pour la faire connaître, on parle beaucoup que l'innovation va être faite pour les citoyens, pour les usagers, qu'elle est très patient-centered ou person-centered, l'innovation comme telle. Mais après, ça reste très difficile pour monsieur, madame, tout le monde qui cherche un peu à avoir des informations sur cette innovation-là, de bien comprendre exactement qui, comment
a été impliqué exactement, où est-ce qu'on parle de 1 ou 2 patients finalement, puis qui était cette personne-là. Donc, il y a vraiment une grande variété, grande diversité de ce qui pourrait faire, de ce qui pourrait être fait. Cécile en a nommé aussi plein d'exemples ce matin, puis je pense qu'il y a vraiment une pertinence à penser différemment aussi comment l'engagement citoyen et usager pourrait être fait. Mais parfois, justement, quand on regarde les innovations, on sent que ça va davantage être fait. Oui, peut-être on a 1 ou 2 personnes là, qui va faire partie de notre comité, par exemple, un patient partenaire, un citoyen partenaire, mais souvent, ça va être par l'interface de, par exemple, les professionnels de santé qui, eux, vont se faire un peu la voix de leurs patients, la voix du terrain, si on veut. Donc, il y a vraiment quand même encore un enjeu à ce niveau-là. Je vais donc vous présenter le deuxième thème. Christophe, tu ne m'oublies pas pour le temps. D'accord, parfait, merci. Donc, le deuxième, j'en ai déjà parlé un peu, mais c'est vraiment cette idée-là qui est un des enjeux que je vous dirais que pour les gens qui veulent faire de l'innovation numérique, valorisation des données, c'est comme s'il allait se retrouver dans vraiment cet enjeu-là de l'image. Les questions de design sont comme de plus en plus présentes dans le contexte du numérique où on développe de l'innovation numérique. On parle beaucoup à l'expérience, on pense beaucoup à l'expérience justement des usagers, comment les gens vont utiliser la technologie. Et donc, cette idée-là de l'image prend de plus en plus de place. Mais on vit aussi dans un monde où comment est-ce qu'on s'y prend, dans le fond, à la fois pour se faire connaître, à la fois pour avoir du financement ou du soutien, dans le fond, pour développer son innovation, pour créer des partenariats. Bien, on va souvent utiliser justement le web, la publication, la vulgarisation. Puis là, ce qui se passe, c'est qu'on vient vraiment un peu fusionner ce discours-là de science, de pertinence sociale et aussi toute l'idée de se vendre, finalement. Là, je me rends compte que j'avais oublié. Tu vois, Nathalie, j'aurais dû penser à toi ce matin, là, pas oublier mes petits effets. Donc, il y a vraiment toute cette idée-là qu'on voit quand même un glissement se faire. On sent que les innovations vont sentir qu'elles doivent se vendre, qu'elles doivent se rendre visibles. C'est créer un site web, justement, où on explique l'innovation qu'on propose, elle est tellement excitante, tellement intéressante. Puis là, c'est comme si le discours scientifique, justement, de la pertinence, c'est pas qu'il n'est pas là, mais c'est qui est mis justement un peu trop de côté. Le deuxième, c'est qu'évidemment, il y a encore, nous, on a trouvé qu'il y a beaucoup de ces buzzwords ou ces concepts-là qui sont utilisés, qu'au final, sont quand même un peu flous parce qu'on ne sait pas exactement qu'est-ce que ça veut dire. On dit qu'on a engagé les usagers, les patients partenaires, mais encore une fois, est-ce que c'était une personne? Est-ce que c'était toujours la même personne? Qui était cette personne? Est-ce que les gens font partie des comités? Est-ce qu'on a créé, je ne sais pas, des occasions de co-design, des consultations publiques? Est-ce qu'il y a des sections? En tout cas, bon, je pourrais nommer des idées à l'infini, là, mais l'idée quand même, c'est qu'on voit, ça revient avec mon sous-thème 1, là, cette idée-là du soin de l'image, mais on voit quand même qu'on se sent dans une posture où on doit mettre ces buzzwords-là, mais je ne suis pas certaine jusqu'à quel point ils ont un effet performatif, là, de dire qu'on se dit innovation responsable puis on le devient. Le troisième point, là, je vais passer parce que je sens qu'on pourrait y revenir. Donc, troisième thème, c'est défis infinis dont je parlais un peu tout à l'heure. Mais en fait, ce qu'on met en lumière ici, c'est que quand Doriane l'a présenté, elle parlait bien du fait que nous, on voulait savoir jusqu'à quel point les guides d'innovation responsable, d'innovation numérique responsable ou pour guider justement la valorisation éthique des données en santé étaient connus, mais ils sont pas vraiment. Puis mais souvent dans le cours de la conception de l'innovation, ils vont être connus, puis beaucoup des innovateurs vont faire hey, « OK, ouais, ça aurait vraiment été pratique d'avoir ça ou ça aurait été vraiment utile. » Fait que c'est sûr que ça, c'est un enjeu. Mais moi, je vous dirais aussi qu'il y a beaucoup même juste des guides d'innovation en soi ne sont pas très connus. Là. Une trajectoire d'innovation, quels outils est-ce qu'on peut utiliser? Vraiment, dans un terme d'organisation puis de gestion, ces guides-là n'étaient pas très connus. Donc, on sent quand même que
Puis moi, je pense que c'est simplement une réalité, c'est pas du tout une critique, en fait. C'est juste une réalité de dire l'innovation, souvent, elle va venir un peu du terrain, de ce que les gens vont voir. Et il faut plutôt penser à des façons de centraliser les ressources qui existent puis les faire connaître. Parce que les ressources, elles existent, mais après, comment est-ce qu'on s'y prend centralement avec les gouvernements pour créer ces plateformes-là où les gens vont savoir « Hey, OK, là, moi, j'ai une idée, je ne peux pas passer mon temps à essayer justement dans le flot infini d'informations. » C'est vraiment mon mot favori. De trouver l'information, dans le fond. Fait que de savoir que cette plateforme-là un peu curatée, là, dans le fond, qui existe, puis de savoir que ces guides-là existent. Et les guides, on le voit, ils pensent beaucoup, justement, encore une fois, à cette expérience-là usagée, donc, pour les innovateurs. Comment est-ce qu'on peut créer des choses éthiques pour les amener vers l'éthique, les amener à réfléchir, à se poser les bonnes questions. Ils sont faits pour ça de plus en plus, mais il reste quand même cet enjeu-là du fait qu'ils ne sont pas connus. Mais l'autre chose que je voulais mettre de l'avant aussi, c'est que ce qui arrive souvent dans le contexte des innovations, de ce qu'on a vu, c'est que les défis de l'innovation, les défis de la trajectoire de l'innovation pour la développer, l'implanter, sont vraiment très, très, très grands. Puis en fait, certains de ces aspects, certains de ces enjeux-là vont finir par prendre toute la place. Ils vont finir par avoir une espèce d'effet saturant où là, sérieusement, on n'a vraiment pas le temps d'être en mesure de s'occuper des autres enjeux. Puis ça, bien, c'est évidemment tous les enjeux un peu techniques, des aspects vraiment de conception de la technologie qui sont très, très énergivores, temps-ivore. Excusez, je vais arrêter avec mes néologismes. Mais ce qu'on voyait quand même, c'est qu'en cours d'innovation, les innovateurs s'en rendent compte, vont se créer d'une structure en multi-comité, dans le fond, où divers comités vont pouvoir s'occuper de différentes choses, mais cet aspect-là de parfois aussi le défi technique qui vient du fait que, par exemple, justement, le contexte des organisations de soins et services de santé est très peu connu. On revient encore à notre question de fax, de papier, etc. Ce qui fait qu'il y a déjà un peu cette première réaction de se rendre compte que, OK, on n'est vraiment pas dans ce même contexte-là. Donc, là, je suis déjà en train de nommer quelques recommandations, parce que de toute façon, je n'aurai probablement pas le temps de faire bien plus que vous montrer cette diapositive-là. Mais c'est l'idée qu'une structure en multicomité, dans le fond, guidée avec les guides éthiques qui existent déjà en ce moment, que chacun serait comme un peu concentré sur sa propre dimension, sa propre valeur. Par exemple, la pertinence populationnelle, l'engagement des citoyens, des usagers, l'engagement aussi des professionnels de santé, parce que moi aussi, l'autre chose qui me préoccupe parfois, c'est qu'on parle, par exemple, du professionnel de santé, mais il y a une si grande diversité aussi. Et moi, je dis, les organisations de soins et services de santé tendent quand même à être des organisations très hiérarchiques. Fait que des fois, on se demande qui est impliqué exactement dans l'idéation d'une innovation. Est-ce qu'on parle, par exemple, des infirmières auxiliaires, des préposés, ou on est toujours plus au niveau des médecins spécialistes. Et puis voilà, bon, évidemment, les considérations sont très grandes. Ce qu'on voit aussi de la part des innovations que nous, on a étudiées, c'est que la plupart, pas toutes quand même, il y a plusieurs, pas toutes celles qui vont se retrouver, par exemple, dans le cadre de l'innovation responsable de Pascal Lehoux, vont nécessairement survenir en cours de trajectoire, mais la plupart vont survenir. Fait que c'est sûr qu'il y a vraiment une pertinence à pouvoir donner ces guides-là ou les présenter ou coacher, en fait, les innovateurs vers ces guides-là. Et puis donc, avant de terminer, ce que je voulais faire, c'est simplement venir un peu sur ma dernière diapositive qui reprenait un peu les thèmes. J'en ai déjà un peu parlé, mais simplement de parler un peu de recommandations. Donc, le premier thème que j'ai abordé, c'est celui des partenariats. C'est sûr que c'est très inspirant de voir que, la diversité, cette interdisciplinarité-là, elle existe dans l'innovation en ce moment de toute façon, parce que ça prend vraiment une diversité d'expertise. Il n'y a personne qui a l'expertise d'une seule chose, mais vraiment au niveau de comment on s'y prend pour converser avec les citoyens, les usagers, c'est là où il faut penser de façon différente, puis pas nécessairement justement en ayant seulement un ou deux patients citoyens, patients partenaires, par exemple, dans le projet, mais de penser, par exemple, à des laboratoires où les gens vont vraiment pouvoir travailler avec la technologie, des consultations publiques aussi.
Et puis, voyons, j'avais quelque chose d'autre que je voulais dire par rapport à ça. Ça me reviendra probablement. L'image web, bien ça, évidemment, c'est l'idée qu'il faut, tu sais, je pense que pour concevoir de l'innovation responsable, il va vraiment falloir trouver un moyen de séparer un peu ces deux discours-là, parce qu'il y a tellement de choses qu'on ne retrouvera pas quand on essaie de bien comprendre c'est quoi cette innovation-là. Au niveau de l'information, on est comme trop emporté dans un flux excitant, là, de « Ah, tu sais, c'est tellement une belle possibilité. » Bien sûr qu'on ne peut pas dire non à cette innovation-là numérique là, qui va valoriser les données pour faire telle chose. La pertinence populationnelle sanitaire a l'air complètement installée, mais on n'a aucune idée de qu'est-ce que ça va impliquer aussi. On n'a aucune idée qu'est-ce que ça va impliquer, par exemple, au niveau des coûts, au niveau du maintien, au niveau de la transformation, justement, organisationnelle. On en parlait ce matin, mais pour les professionnels. Fait qu'il y a tellement d'informations, justement, qui vont manquer à ce niveau-là. Et puis, la dernière chose, c'était toute cette idée-là, en fait, des comités dont j'ai parlé un petit peu plus tôt, mais si, justement, on peut trouver une façon de centraliser et de rendre disponible, parce que je pense que c'est ça l'idée, les guides pour soutenir l'innovation responsable ou pour faire, justement, de l'engagement citoyen usagé, ils existent, mais ils ne sont pas encore rendus. Fait qu'il faut voir aussi comment on peut centraliser ces ressources-là et puis après, pour les innovateurs, d'avoir cette structure-là en multiples comités. Donc, je m'arrête ici. Merci pour votre patience. Et puis, je reste ici parce que maintenant, je vais vous présenter nos deux prochains conférenciers. Et donc, nous avons ici Simon Coulombe, qui est professeur en relations industrielles à l'Université Laval, et professeur Yannick Dufresne au département de sciences politiques à l'Université Laval aussi. Allô. Et le titre de leur présentation est « Des applications Numéria pour soutenir l'empowerment citoyen ». Bonjour tout le monde, c'est un plaisir d'être avec vous ce matin. Et merci de l'invitation et merci de la présentation. Et on vient vous parler aujourd'hui, en fait, de deux exemples d'applications qui sont reliées. Il y a une des applications mobiles qui existe déjà, Yannick va vous en parler, et on est en train, sur la base de l'infrastructure de cette première application mobile-là et de la même preuve de concept, d'en développer une deuxième dans un domaine différent. Dans le fond, la première application dont on va vous parler, c'est Datagotchi Élections. Vous en avez peut-être entendu parler, Yannick va vous en reparler. Et ensuite, on va parler un peu de comment Datagotchi, on est en train de travailler à en faire une version pour la santé. Et on va évidemment vous parler, oui, de c'est quoi Datagotchi, c'est quoi les étapes qu'on est en train de faire pour l'adaptation dans le domaine de la santé, en considérant aussi certaines questions qu'on a présentement dans le processus au niveau éthique, au niveau de l'engagement des personnes dans le développement de l'application. Et je tiens aussi à dire, on est dans le contexte là, du colloque aujourd'hui, dans le contexte de la santé. Fait que on trouvait ça intéressant aussi d'amener ces deux applications-là. Il y en a une qui est définitivement celle qu'on est en train de créer, c'est Datagotchi en contexte pour la santé, particulièrement la santé mentale, le bien-être. Mais même la version pour les élections, on trouvait ça intéressant de vous en parler dans le contexte où on peut voir la santé comme un concept plus large, la santé globale, le bien-être global, puis la participation, l'engagement citoyen dans la vie sociale en fait aussi partie. Donc, même le concept d'élection peut être, pas le concept, mais la notion d'élection peut être liée à la santé aussi. On tient juste à remercier, on a plusieurs partenaires, là, différents groupes, centres de recherche, etc. Donc, on les remercie de leur soutien. Je vais te laisser y aller, Yannick. Bonjour, donc merci de l'invitation, puis merci d'être là de votre intérêt. Certains, ça va être un petit interlude politique, justement, dans un colloque sur la santé, mais comme vient de mentionner Simon, je pense que c'est important de pouvoir comprendre le concept. C'est vraiment une application qu'on a déjà créée, qu'on a déjà développée, puis qui a déjà eu beaucoup de succès. On l'a lancé au départ durant les élections fédérales canadiennes, durant la campagne, à 2 semaines avant, juste avant le scrutin. Puis ça avait quand même attiré 300 000 personnes. Donc, c'est un peu l'idée, puis dans mon parcours à moi, j'ai fait partie de l'équipe de développement de la boussole électorale, donc c'est un peu l'idée de pouvoir
comment est-ce qu'on peut engager le citoyen, puis comment est-ce qu'on peut avoir comme chercheur un lien avec les citoyens pour à la fois que ça soit ludique, que les gens veulent venir faire l'outil. À la fois, nous, oui, on collecte des données, mais en échange, on donne une information qui est valide, qui est pertinente. Donc, l'idée de Datagotchi, c'était un peu le contraire, d'une certaine façon, de la boussole électorale, où est-ce que la boussole électorale nous positionne sur un axe en 2 dimensions. J'imagine que c'est quand même bien connu, en partenariat avec Radio-Canada, où est-ce que les gens répondent à des enjeux politiques, puis on les positionne sur 2 dimensions pour pouvoir les positionner dans le paysage politique. Puis souvent, les gens venaient me voir et disaient, bien, Yannick, tu m'as mal prédit. Je disais, j'ai jamais voté pour ce parti-là. Puis j'ai dit, bien, le but de la boussole électorale, ça n'a jamais été de vous prédire votre vote, c'est de vous montrer où est-ce que vous vous situez dans le paysage idéologique. Ensuite, il y a plein de raisons de ne pas voter pour ce parti-là. Peut-être que si je voulais vraiment prédire votre vote, j'aurais même pas besoin de poser une seule question liée à la politique. Et d'où l'idée au départ de Datagotchi. Ensuite, en développant l'idée, c'était de pouvoir dire, OK, ce serait intéressant d'avoir une plateforme, premièrement, qui est accessible, qu'on peut même répondre sur un iPhone 4. On s'est donné comme des défis techniques comme ça. Puis, où est-ce qu'on est capable à la fois de faire un sondage, où est-ce que les gens peuvent voir quelque chose, que ce soit... merci pour le temps. Oui. OK, parfait. Mais oui, c'est ça, il ne faut pas que je m'étende trop. Mais l'idée générale, c'est d'avoir un sondage qui était complètement illustré, puis qu'on pouvait maintenir l'attention du répondant en lui faisant répondre quelques questions. Donc, en gros, je ne sais pas si vous avez fait l'application, mais c'était la première étape. On jouait, puis on répond à certaines questions, variables sociodémographiques, mais aussi des variables qui sont liées au comportement, comme l'alcool, la musique préférée, le film préféré. Puis ensuite, on utilise un algorithme de prédiction, puis on prédisait le vote. Ensuite, mais les gens pouvaient dire, on a raison, on n'a pas raison, on était capable d'améliorer cet algorithme-là. Mais ensuite, l'aspect plus important, c'était que les gens pouvaient, puis c'est ça l'innovation, c'est que les gens pouvaient jouer avec les différentes variables pour pouvoir comprendre les différentes variables, puis l'impact de ces variables-là sur leur vote. Donc, c'est une façon de transférer puis de démocratiser l'analyse de données. Donc, en gros, là, je viens de le mentionner, mais la deuxième version québécoise, on l'a lancée en partenariat avec la presse canadienne. Puis là, on a vraiment mis de l'avant, parce qu'on savait que si on collectait des données quoique un peu sensibles, du moins personnelles. Donc, l'idée, c'était vraiment de montrer qu'on voulait sensibiliser les gens à l'importance de ces données-là, de dire, regardez, là, si on collecte ces données-là, puis nous, on est capable de prédire, mais on n'a rien inventé. C'est ça que les partis politiques font. On fait de la segmentation électorale avec ça. Donc, c'est un peu de démocratiser cette technologie-là. Puis on avait vraiment mis de l'avant, justement, tous les aspects que c'est un aspect à but non lucratif, académique, tous les éléments qui étaient plus de sensibilisation par rapport aux données. Donc oui, c'était avec un partenariat avec la presse canadienne. Ça a eu aussi beaucoup de résonance, même que la presse en a fait son éditorial de lancement de campagne. Donc on était très, très surpris de l'attention médiatique que ça avait. Puis, c'est une plateforme, je pense, qui a attiré l'attention à la fois des utilisateurs qui aimaient l'affaire, mais que j'étais agréablement surpris que les gens voient, malgré le pixel art, les trucs plus ludiques qui attirent une certaine partie de la population, mais toute la richesse. Donc, on a passé à des podcasts scientifiques pour expliquer l'aspect algorithmique, l'aspect de confidentialité des données, mais l'aspect aussi de pouvoir démocratiser tout le modèle derrière. Donc, en gros, je pense que je l'ai déjà mentionné, mais c'est vraiment une plateforme de collecte de données, puis on s'en cache pas, on dit, bien oui, on fait un échange, ces données-là ne seront jamais vendues, ces données-là servent à développer nos connaissances, mais ces connaissances-là, on les transfère par une plateforme qui vous permet de pouvoir jouer de manière ludique avec des modèles puis de comprendre un peu mieux les modèles. Donc, en gros, c'est vraiment ça. C'est l'aspect plus simulateur où ce que les gens pouvaient dire, à la place de dire toute chose étant égale par ailleurs, mais c'est toute chose étant égale à moi. Si moi, Yannick Dufresne, je me mets comme femme, je me mets comme afro-américain, qu'est-ce que ça a comme effet sur mon vote? Donc, vous êtes capable de voir les ramifications que ça peut avoir en santé. Donc, en gros, pour ceux que ça intéresse, puis je sais que j'ai peu de temps, 15 minutes partagées, mais si vous êtes intéressé, vous pouvez évidemment nous écrire, puis on va pouvoir donner plus de détails ou en discuter tout à l'heure sur le modèle qui est utilisé, puis les différentes personnes qui nous ont aidés à développer ça. Évidemment, les données nous permettent de pouvoir faire certaines segmentations, de pouvoir publier aussi dans le domaine de la science politique puis dans d'autres domaines. Par exemple, on est capable de voir des liens entre, disons, avoir un chat et voter NPD, tout ça, mais vous êtes capable, QS plutôt, mais il y a plusieurs autres éléments comme ça, évidemment, qu'on est capable
capable de creuser et de répondre à des questions fondamentales dans la discipline concernée. Donc, je laisse la parole à Simon. Merci, Yannick. Donc, l'an dernier, à la fin de la campagne provinciale électorale, qu'on a lancé la première version de Datagochi dans le monde électoral, on a tout de suite, en ayant des discussions avec différentes personnes autour de nous, mais aussi dans des citoyens, dans la communauté, des professionnels, des personnes qui œuvrent dans le domaine de la santé, on a tout de suite vu qu'il y avait quand même un potentiel intéressant et une utilité sociale qu'on peut mettre de l'avant aussi d'une plateforme comme celle-là, puis du même concept, de la même logique, là, mais dans le domaine de la santé. Donc, on a obtenu du financement dans la dernière année de la FCI, Fondation canadienne pour l'innovation ou de l'innovation, pour Datagochi Kenko. Kenko, c'est santé en japonais. Là, on reste dans notre thème Datagochi. Et moi, il faut dire que mes travaux de recherche, habituellement, portent sur la santé mentale au travail. Donc, c'est sûr qu'il y a vraiment beaucoup, depuis la pandémie, vous savez, là, ça a été beaucoup mis de l'avant, les problèmes de difficulté, d'épuisement, santé mentale, etc., dans les milieux de travail. Donc, il y a un besoin là d'accompagner, entre autres, les milieux de travail, les travailleurs, les personnes, la plupart des personnes en société en emploi, là, fait qu'on vient chercher une grande frange de la société. Donc, de mieux les accompagner en leur fournissant des outils pour le faire. Si on regarde, juste une petite parenthèse, la plupart des outils mobiles ou des applications mobiles en matière de santé, bien-être, et encore, il y en a un petit peu moins en matière de santé, bien-être des travailleurs, mais il y en a quand même. Il faut dire qu'il y en a beaucoup. Il y a une panoplie là, d'applications mobiles. Je ne vous apprends rien. Puis nous, on parle beaucoup des applications qui sont plus dans une perspective ici de promotion de la santé. Tu sais, c'est pas une application qu'on développe qui se veut à usage clinique. Je veux dire, éventuellement, un médecin pourrait trouver ça intéressant de l'utiliser avec un patient, mais c'est pas le but. Nous, on est plus dans une approche de prévention, promotion en santé durable. Donc, ce genre d'application-là, il y en a beaucoup. Par contre, il y a un gros manque de transparence sur c'est quoi l'algorithme sous-jacent. Les études d'efficacité, souvent, ne sont pas nécessairement publiées dans des revues scientifiques, s'il y a des études. Parfois, c'est le cas. Parfois, oui, il y en a, mais souvent, il n'y en a pas beaucoup. Ce qu'on sait, c'est aussi que l'acceptabilité sociale est souvent limitée. Dans les milieux de travail ou même d'autres types d'applications, dans la réalité, les gens les utilisent encore trop peu. Il y a un faible engagement. Puis un des éléments, c'est que c'est souvent assez déconnecté des enjeux de la vie courante, du contexte spécifique des individus dans lequel ils ou elles vivent. Donc, nous, on pense qu'à travers Datagochi Santé, on est capable d'aller cibler un peu plus large que les applications existantes par exemple, une application existante, il y en a beaucoup en pleine conscience, mindfulness, relaxation. On dirait que ça assume que tout le monde va aimer la relaxation, que tout le monde a le temps, les moyens de faire de la relaxation. Bon, est-ce qu'on peut aller au-delà de cela puis créer une application qui donnerait des suggestions plus adaptées au contexte de la personne? Je m'inspire beaucoup d'un modèle en psychologie très, très courant, la psychologie du développement, mais dans plein d'autres champs, le modèle écosystémique ou écologique qui suggère que le bien-être humain, la santé, bon, ça se développe dans l'interaction entre la personne et son environnement dans plein de milieux de vie. Donc oui, l'individu a un rôle à jouer, il peut mettre en place des moyens, des stratégies pour aller mieux, comme faire de la pleine conscience, mais ça interagit avec une panoplie de milieux, le milieu de travail, le milieu de la résidence, les services de santé, les politiques sociales. Donc évidemment, on n'est pas en train de dire que notre application va changer les politiques sociales, mais si au moins on peut prendre en compte certains des facteurs contextuels des différents milieux de vie, des différents aspects contextuels dans la prédiction ou la suggestion des comportements de santé à adopter, bien, ça serait déjà un pas dans la bonne direction. Donc nous, grâce à notre application, ce qu'on veut faire, c'est justement être capable de collecter, en misant sur le pouvoir de Datagochi, d'attraction aussi, le côté ludique, d'être capable d'avoir beaucoup d'usagers qui vont utiliser l'application, puis qui vont même aller nous permettre d'aller voir c'est quoi les facteurs en interaction entre l'individu puis l'environnement qui sont associés à des meilleures trajectoires de bien-être ou de santé mentale. Pour tester des interactions comme ça prend des larges échantillons. Puis souvent, en tout cas dans le domaine plus psychosocial, en lien avec le bien-être, santé mentale, on n'a pas ces grands échantillons-là qui permettent de le faire. Donc, l'application va offrir cette opportunité-là. Évidemment, grâce à l'IA, on veut être capable de fournir des recommandations, puis
on s'entend, on n'est pas des médecins, on n'est pas on va pas prescrire des choses, mais des suggestions personnalisées au contexte. Donc, que l'algorithme d'apprentissage nous permette d'aller plus loin que de simplement dire « fais du mindfulness », bien, regarde un peu l'interaction, où la personne vit. Est-ce que la personne, elle nous dit qu'elle vit, elle vit dans mettons, une personne qui vit dans un milieu très, très urbain, est-ce qu'on va lui dire d'aller passer la fin de semaine dans la nature? Peut-être que oui, peut-être que non, mais ça reste à tester aussi selon les algorithmes d'apprentissage. Et il y a le potentiel de ludification. Datagotchi, vous l'avez vu, les images, c'est très ludique. Donc, on pense qu'on est capable de susciter l'engagement ou du moins d'essayer de susciter plus d'engagement que certaines des applications existantes. Évidemment, on est en train de le développer, là, la version santé, donc ça reste à voir, à tester, puis on est très ouvert. Puis l'idée, c'est de voir ça, non pas comme des prescriptions qu'on va faire à l'usager, mais comme un outil, un petit peu outil d'aide à la décision, mais dans une perspective plus préventive. Être capable que la personne visualise, bon, aussi, comme dans la version élection, si je change mon genre, si je change une caractéristique, bon, qu'est-ce qui faisait, comment ça fait changer ma prédiction de vote. Mais ici, c'est plus si je change certains comportements de santé, comment ça pourrait affecter mon bonheur ou mon bien-être. Et ce que je ne peux pas changer, si je change par exemple mon genre, ma couleur de peau, bien, c'est aussi un appel à développer l'empathie, un appel à se rendre compte que les autres personnes, parce qu'il y a plein d'inégalités sociales de santé, mais la grande majorité de la population n'en sont pas nécessairement conscients. Donc, de voir si je change ma couleur de peau, si je change où je vis, ou si je change mon revenu, qui est associé à une probabilité de bien-être plus faible, bien, ça peut aussi être un appel à l'empathie, puis à aussi, après ça, soutenir certaines initiatives de réduction des inégalités sociales. On est en train de... Bon, je vais passer les choses. Il va y avoir plusieurs modules. Donc, module de collecte des données, un peu comme dans Datagotchi Élection, où les gens répondent à des questions. Un module où on va faire des recommandations, suggestions adaptées au contexte. Et après ça, un certain petit journal de bord, que la personne soit capable de voir ce qu'elle a essayé, les recommandations ou pas, etc. J'arrête dans une minute, moi aussi. Juste, peut-être je vais arrêter sur celle-là. Je vais vous dire qu'on est en train de réfléchir beaucoup en amont, dans notre travail d'adaptation, aux enjeux éthiques puis aux mesures à prendre, notamment la sécurité des données de vie privée. C'est sûr que l'élection, il y a des questions sensibles dans le questionnaire, mais quand même moins sensibles généralement que dans une version santé. Il y a aussi la question de prescription versus autonomisation, éducation. Nous, on veut plus être dans une perspective de soutien à l'autogestion. La personne peut prendre des décisions pour aller mieux. Donc, qu'est-ce qu'on donne comme information pour susciter cette autonomisation-là? Et finalement, je vais arrêter là, l'approche Datagotchi Élection était une approche quand même assez populationnelle, qui se veut générale, inclusive globalement, mais est-ce qu'en faisant une approche très générale, on vient introduire des risques de biais algorithmiques pour certains sous-groupes? Et pour pallier à ça, on commence à travailler, on fait des focus groups dans les prochains mois auprès de groupes marginalisés pour aller voir qu'est-ce qu'ils pensent de Datagotchi dans le domaine de la santé, qu'est-ce qu'ils aimeraient voir, comment on peut être sûr que, en tout cas, leur avis est pris en compte dans le développement sur des choses qui pourraient être améliorées ou prises en compte là, dans Datagotchi Santé. Sur ça, je vais vous arrêter ici. Je sais que j'ai dépassé mon temps. Merci. Donc, pour la prochaine présentation, je vais inviter Dr. Elsie Osman-Liou. J'espère que je prononce bien votre nom, d'accord? Donc, le titre de votre présentation, DigiCit, un projet sur la citoyenneté digitale en partenariat avec les citoyens et les patients. Donc, en fait, je vais vous laisser présenter le projet aussi. Donc, bonjour. C'est vraiment un plaisir de poursuivre les réflexions ce matin, là. Je pense qu'on a une boussole tranquillement des attitudes et des perspectives des Québécoises et Québécois par rapport à la santé numérique, par rapport à l'acceptabilité sociale. Et notre projet s'inscrit là-dedans. C'est un plaisir de voir aussi des collaborateurs parmi nous au projet DigiCit. Donc, je suis un des co-chercheurs principaux là, en compagnie de Marie-Pascale Paumé et de Sylvain Bédard. Et on avait vraiment une très belle équipe à travers le Québec qui a contribué à ce projet-ci. Sur une note personnelle aussi, j'ai fait le Datagotchi puis j'ai adoré l'expérience. Donc, c'est bien de voir qu'est-ce qu'il y a sous le capot. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui sont allés voir le rapport méthodologique, là, R, que vous aviez mis en lien, mais ça m'a intéressé. J'ai trouvé ça vraiment le fun. Mais de voir les motivations derrière ça, je pense que ce sera une super innovation. Le projet DigiCit, dans le fond, portait sur les applications comme Alerte COVID, sur les applications de traçage et de notification d'exposition.
On a sûrement tous entendu parler, là, c'est des applications qui ont été implémentées au Canada dans la plupart des provinces lors de la pandémie. Le but aujourd'hui, ce n'est pas de voir les résultats du sondage, mais je vous dirais que les constats que mes collègues ont présentés ce matin sont assez similaires par rapport aux motivations et aux barrières d'utilisation de ce type d'application-là, par rapport également aux conditions minimales d'acceptabilité sociale. Donc, c'était très intéressant de voir ce que mes collègues présentaient. On retrouvait des éléments très similaires. Alors, avant de commencer, je voulais faire une reconnaissance du territoire en utilisant un texte qui est proposé par mon université, l'Université McGill. Donc, l'université est située sur un territoire qui a longtemps servi de lieu de rencontre et d'échange entre les peuples autochtones, notamment pour les Haudenosaunee et les Anishinaabeg. Nous saluons et remercions les divers peuples qui ont enrichi de leur présence ce territoire accueillant aujourd'hui des gens de partout dans le monde. Alors, le contexte de recherche, encore une fois, pour le projet DigiCite, c'était toute l'effervescence qu'on avait en mars-avril 2020. On cherchait des solutions à combattre la propagation de la COVID-19. Rappelez-vous là, les images à la télé où on voyait les piles de fax de tests positifs. On a parlé beaucoup de fax, malheureusement, cette semaine, mais bon, c'est un constat quand même important à voir. Et là, rapidement, le contact de traçage manuel, qui est un des piliers de l'intervention en santé publique, était complètement débordé. On n'était pas capable de suivre les cas. Imaginez-vous, si vous êtes exposé potentiellement à un virus, à la COVID dans l'autobus, vous n'avez aucune idée qui est à côté de vous et qui est donc à risque de développer la maladie. Et donc, l'idée de traçage numérique et de notification des gens qui étaient potentiellement exposés a rapidement émergé. Il y avait quelques applications qui avaient été utilisées dans le passé dans le contexte notamment de l'Ebola, mais rien de vraiment implémenté à plus grande échelle. Il y a des équipes à travers le monde, là, et l'équipe du Cyrano avec Nathalie et Christophe ici ont fait un excellent travail pour recenser qu'est-ce qui s'est fait à travers le monde. Plus d'une centaine d'applications au dernier compte, donc on peut voir à quel point il y avait vraiment beaucoup d'activités là-dessus. Mais aujourd'hui, bien que je sois pédiatre, je me sens quasiment pathologiste en faisant une autopsie, parce que c'est vraiment un post-mortem. Hein? On a vu que ce genre d'application-là, ça a été quand même un échec pour, du moins au Canada, considérant aussi les efforts qui ont été mis à ce niveau-là. Et l'intérêt, c'est pourquoi. Une de nos pistes de solution, c'est, je pense, l'engagement patient et citoyen a été très limité. Donc, les objectifs du projet DigiCite, donc, c'était d'enrichir le débat public par la recherche collaborative. On sait que malheureusement, l'implication des citoyens et patients, surtout lorsqu'il y a une urgence, dans ce cas-ci une urgence sanitaire, se fait un peu à la remorque des avancées technoscientifiques. Et c'est ce qu'on a vu encore une fois dans les applications de traçage. On voulait aussi étudier les perceptions des Québécoises et Québécois et de gens qui sont atteints de maladies chroniques à l'égard de technologies de traçage et d'autres technologies similaires en santé numérique. Les étapes clés du projet, d'abord, c'était de faire une revue de la littérature, ce qu'on sait sur ce genre de technologie, mais comme j'ai dit tantôt, c'était quand même assez récent comme champ d'expertise. Par la suite, c'était de créer un groupe, un comité, en fait, qui allait nous soutenir tout au long de la recherche pour développer l'outil, donc le questionnaire, et éventuellement nous aider à comprendre, analyser les résultats et permettre la diffusion des connaissances qu'on aurait ensuite développées. Donc, on a commencé grâce au soutien de Lobia, qui a été vraiment un soutien majeur pour ce projet-ci, avec 3 chercheurs donc, principaux, incluant Marie-Pascale et Sylvain. On a eu des chercheurs donc, à travers le Québec, notamment aussi l'Institut du Nouveau Monde, l'INES, le Cyrano, le CST également, qui faisait partie du groupe de recherche. Et la première étape, c'est de faire un scoping review sur les applications de traçage. C'était quoi les considérations qui sont allées dans le design et l'implémentation de ce genre d'application-là? Donc, c'était en tout début, c'était autour de l'automne 2020, donc il n'y avait pas beaucoup de littérature là-dessus, d'où la méthodologie du scoping review qui était quand même adéquate pour ce genre de questions-là. Et si vous êtes intéressé, on a publié nos résultats dans JMIR. Ce qu'on a constaté, c'était qu'on a notamment parlé du cadre d'innovation responsable en santé lors des 2 derniers jours,
eh bien, les volets notamment environnemental, organisationnel et économique étaient vraiment négligés dans les articles qu'on a vus là, qui décrivaient le développement des applications de traçage et de notification d'exposition. Il y avait également peu d'articles qui parlaient de la nécessité d'une évaluation continue de leur impact. C'était vraiment en tout début, mais il n'y avait pas cette notion d'évaluation continue. Il y avait également peu de réflexion sur l'implémentation ou l'impact global que ça aurait sur l'organisation des soins de santé. Et pour ce qui est de l'engagement du public, ce qu'on voyait surtout, c'était de la consultation, donc des sondages finalement, mais très peu de formes d'engagement plus actives comme la collaboration et le partenariat. Sur la base de ces trouvailles-ci, on a eu diverses recommandations là, sur l'importance d'informer les utilisateurs sur les mesures prises pour protéger la vie privée, sur l'importance d'effectuer une évaluation continue de l'expérience des utilisateurs pour améliorer l'application sur le long terme. Également sur la terminologie, vous avez peut-être entendu ou noté le changement de terminologie. Au début, on parlait beaucoup de traçage de contact pour mimer un peu ce qu'on fait en santé publique, le traçage manuel, mais vous pouvez voir un peu la connotation négative que ça a, c'est des traçages de contact. Et c'est vraiment plus une notification d'exposition. Le but, ce n'est pas de tracer la personne par GPS avec ce type d'application, mais bien de dire les 15 personnes qui étaient autour de cette personne-là à moins d'1,5 mètre pendant 15 minutes, mais vous devriez peut-être vous faire tester. C'était donc une notification d'exposition. Finalement, on avait aussi une recommandation par rapport à l'importance d'impliquer le public en amont, pas juste « qu'est-ce que vous en pensez maintenant que c'est développé ?» Parce que même si on est en contexte d'urgence, l'idée que ça peut vraiment sauver du temps si on prévoit les écueils avant même de commencer le développement de l'application. Pour donc recruter notre comité de co-construction, on a fait appel donc à nos partenaires de recherche, à l'INM, à l'INES, au Centre d'excellence sur le partenariat avec les patients et le public, le CEPPP, et la communauté pratique sur les partenariats patients. On a eu 25 candidatures, donc 16 candidats ont été sélectionnés là, sur une base de critères de représentativité et de diversité qu'on avait développés au préalable. Et à la suite des entrevues, on a retenu 12 personnes avec un profil que vous voyez sur la diapositive. Donc, on avait des gens qui étaient issus quand même de 7 régions du Québec. Et c'est sûr que le développement de réunions par télécommunication a vraiment facilité l'apport très riche de gens d'autres régions que Montréal, où était principalement l'équipe de chercheurs. On avait notamment des personnes qui vivaient en situation de handicap, des personnes issues de minorités visibles et également une personne qui travaillait auprès de communautés autochtones et de personnes itinérantes. Donc, on sait qu'il y a plusieurs groupes, malheureusement, qui sont systématiquement marginalisés, notamment en santé numérique, en recherche, et on voulait de notre mieux essayer d'adresser ce problème-là. Le mandat de ce comité de co-construction, c'était de définir les objectifs de recherche et on avait volontairement gardé les objectifs assez généraux au tout départ pour donner une direction au projet en compagnie de notre comité de co-construction en amont, encore une fois. Ensuite, le comité allait sélectionner les thèmes principaux de la recherche, co-créer le questionnaire qui allait être ensuite diffusé à travers le Québec et finalement participer à l'analyse des résultats et également à la diffusion de ceux-ci. À la première rencontre, là, déjà, on avait les cerveaux qui s'activaient. On participait on collaborait avec la firme de sondage SOM pour l'aspect méthodologique et la diffusion des résultats. Et donc, rapidement, même les membres du comité, dès la première rencontre, ont émis la suggestion de tenir aussi des focus groups. Mes collègues tout à l'heure parlaient de cette notion-là pour augmenter la représentativité puis aller chercher des perspectives qui, souvent, sont pas présentes en recherche en santé numérique. Eh bien, ça, c'était tout de suite sorti naturellement de la part de nos collègues, donc partenaires, citoyens et patients, qui ont même partagé à travers le réseau des contacts. Et également, ils se sont mis à discuter des thèmes à inclure dans le questionnaire. Ensuite, aux rencontres numéro 2 et 3, on a vu vraiment le développement d'intelligence collective à l'œuvre. On a développé plus de 84 questions en 30 minutes. On avait 3 focus groups, un co-chercheur principal par focus group et par thème. Et ensuite, donc, on avait les participants qui discutaient à travers les différents thèmes de questions possibles. On a fait une réduction des items à 44 questions et avons aussi travaillé sur la validité interne des outils, donc du questionnaire. Finalement, on a eu des séances drop-in ou des séances libres
où les participants et l'équipe de recherche s'est attardé à vraiment finaliser le questionnaire qui finalement comptait 36 questions à travers les thèmes d'accessibilité à un téléphone intelligent et à la littératie technologique, de l'expérience vécue avec la pandémie et l'application Alerte COVID, des intentions d'utilisation de l'application Alerte COVID, des motivations, craintes, barrières à l'utiliser, finalement des conditions d'acceptabilité. À la rencontre 4, une fois que le sondage a été diffusé à travers le Québec, c'était en 2021, à la fin du printemps, début été. On a eu à peu près 1200 répondants, tant par téléphone qu'en ligne, surtout en ligne. Donc, à la 4e rencontre, on a présenté les résultats bruts au comité de co-construction. Donc, vous voyez un peu l'aspect longitudinal. On a développé les objectifs ensemble. Là, on est rendu vraiment à l'interprétation des résultats ensemble. Merci. Et à ce moment-là, donc, les membres du comité de co-construction ont émis même des suggestions sur des analyses un peu plus approfondies, certains croisements des données, certaines façons de présenter les données qui les interpellaient. Après avoir effectué donc ce genre d'analyse-là, à la 5e rencontre, on avait des résultats finalisés à partager avec eux et ensemble, on a priorisé, dans le fond, les éléments clés à mettre de l'avant dans nos manuscrits et également dans nos exercices de diffusion des connaissances. En parlant justement de diffusion des connaissances, on a eu plusieurs articles, notamment donc, la revue de littérature dont j'ai parlé tout à l'heure, le sondage auprès des adultes, mais également auprès des adolescents. On avait quand même certaines distinctions au niveau des résultats entre les deux populations. Un article sur l'expérience des participants du comité consultatif et de la méthode de co-construction. J'aimerais souligner quand même qu'un des co-chercheurs principaux à cette étude-ci est lui-même un patient partenaire au CEPPP et qu'également on a eu des co-auteurs dans ces articles-ci qui faisaient partie du comité de co-construction, donc qui étaient membres citoyens ou patients. Également, on a développé un sommaire exécutif pour les décideurs et le public et avons produit une balado en collaboration avec l'Institut du Nouveau Monde sur leur chaîne Réverbère, qui s'adresse donc à un public plus large. Au niveau du bilan et de l'évaluation de cet exercice, donc la méthodologie de co-construction, ce qu'on voit, c'est que les gens ont beaucoup aimé le sujet lui-même. Donc, c'est un sujet nouveau. On en parlait beaucoup dans les médias, surtout au début de la pandémie. Et les séances de sous-groupes par brainstorming aussi ont attiré pas mal d'attention. On trouvait que c'était une façon efficace de développer le questionnaire ensemble. Ils ont apprécié la chance de s'exprimer. Le développement d'intelligence collective a été vraiment souvent cité par les participants. Et leur inclusion en amont du processus et en longitudinal aussi là, a été bien appréciée. Au niveau des points à améliorer, parce qu'il y en avait, c'est une méthode quand même qui est en flux. Et donc, on a fait longitudinalement là, des sondages auprès de nos participants et également des entrevues individuelles pour voir qu'est-ce qu'on pourrait améliorer dans cette méthode-ci. Les tâches un peu plus claires. Donc, même si on avait cette volonté de donner du lousse, si on peut dire, aux participants, parfois, il y a des moments où on sentait qu'il y en avait un peu trop, donc il fallait orienter un peu plus les participants vers les objectifs du projet. Un peu plus de temps de parole et le distribuer un peu plus équitablement aussi, ça a été mentionné par certains participants, et augmenter le temps pour les séances de brainstorming. Évidemment, la question de la diversité a été soulevée également, donc de toujours travailler pour augmenter cette diversité auprès du comité. Donc, en termes de valeur ajoutée, donc d'intégrer la voix des patients et des citoyens en tout début de projet, ça nous a vraiment permis de centrer les objectifs de DigiCite sur des questions qui sont vraiment importantes pour la population. Et également, on a parlé du développement de la confiance, mais c'est sûr que d'impliquer le public en amont dans un projet de recherche, c'est une méthodologie qui pourrait aussi se transposer dans le développement d'applications. Et j'ai l'impression que ça pourrait vraiment contribuer à ce développement de confiance dont on a beaucoup parlé dans les dernières heures. Mieux aussi prendre en compte le point de vue de populations vulnérables, que ce soit par l'implication directe des focus groups auprès de ces populations ou également par des représentants qui sont au fait des valeurs, des préoccupations parce qu'ils travaillent auprès de ces groupes-là. Et finalement, on croit que c'est une méthode qui est généralisable, donc non seulement au niveau de la recherche en santé numérique, mais également au niveau du développement d'outils pour éviter certains des écueils qu'on a vus avec l'application Alerte COVID et des applications similaires.
Et on pense que ça peut le faire de façon agile, de façon rapide, efficace et relativement peu coûteuse. C'est souvent le bas qui blesse là, avec l'implication des citoyens. On a l'impression que ça va prendre trop longtemps, alors que vraiment, avec le projet du site, on a prouvé que ça peut être fait efficacement et rapidement. Donc, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Elsie. Donc, on va prendre à peu près une dizaine de minutes pour des questions que vous pouvez vous aussi vous poser entre vous. N'hésitez pas. Je ne sais pas si quelqu'un veut. Oui, bonjour. Ma question est pour les Papagotchi, en fait. 2 questions. La première question, c'est d'abord, quand le citoyen s'inscrit à Gotchi Santé ou Gotchi Élections, est-ce qu'il y a un truc par rapport à la politique de confidentialité qui apparaît? Puis est-ce que c'est ce qu'on a référé hier, là, où on descend les 14 pages, puis après ça, on dit « j'accepte ». Ça, c'était ma première question. Puis ma deuxième question, c'est que dans le domaine de la santé, il y a beaucoup de professionnels de la santé qui se plaignent publiquement ou en catimini des enjeux relatifs au fait que, par exemple, quand ils prescrivent un médicament ou que là, tout d'un coup, il pop-up quelque chose qui vient des compagnies d'assurance qui disent, bien, ça serait mieux lui qu'un autre parce que ça coûte moins cher ou en tout cas, peu importe. Dans le contexte de Gotchi Santé, par exemple, où, tu sais, en ce moment, vous avez un financement, peu importe d'où il vient votre financement, mais qu'éventuellement, il va peut-être falloir financer l'application ou, en tout cas, le stockage de données ou tout ça. Est-ce que ce risque-là d'interférence d'un tiers est quelque chose qui est possible puis qui pourrait venir miner, en fait, la confiance du public? Des questions très, très pertinentes. Première question sur la politique d'utilisation, le consentement. Dans le fond, au départ de tout, dans l'application, quand on clique sur « Jouer » là, pour commencer, dans la version élection, du moins pour l'instant, il y a le formulaire de consentement qui a été approuvé par le comité d'éthique de la recherche, mais qui a été retravaillé pour être plus court, de sorte que les informations importantes soient visibles et non noyées dans un flot d'informations. Mais c'est sûr que je dois avouer que c'est toujours un défi, parce que le comité d'éthique de la recherche, puis je comprends que c'est leur travail, mais ils voudraient toujours qu'on en rajoute, puis qu'on en rajoute, qu'on en rajoute. Mais on essaie, c'est ça, de le travailler pour qu'il reste court. Après ça, par rapport, il y a aussi des boutons qui permettent aux gens d'accéder à plus d'informations sur, tu sais, quelqu'un qui a un intérêt à en savoir plus ou qui légitimement veut savoir plus sur l'utilisation des données, la méthodologie, peut accéder à plus d'informations. Mais on ne voulait pas noyer la personne dès le départ avec trop d'informations. Fait qu'on a gardé ça aux éléments essentiels, mais concernant la confidentialité, les choses de base. Mais c'est sûr que pour la santé, il y a peut-être un niveau additionnel aussi d'informations qui va être mis en place. Mais on veut aussi voir ça avec les focus groups qu'on va faire avec certains groupes. J'aime pas nécessairement ça dire marginalisés, dans le sens où tout le monde divers, des groupes divers, mais on va aller voir justement, est-ce que pour des personnes peut-être qui ont une plus faible littératie ou en français, entre autres aussi, est-ce que ça pose problème de lire notre formulaire, etc. Donc, on va aller voir ça. Après ça, par rapport à la deuxième question, le risque d'interférence ou qu'un tiers qui finance le projet, un tiers peut-être plus une entreprise privée qui finance le projet, que ça puisse influencer la confiance du public. C'est sûr que pour l'instant, le projet est entièrement financé avec des fonds de recherche ou des fonds publics. Donc, la Fondation canadienne de l'innovation, l'OVIA qui a financé la première partie du projet, etc. Donc, on aimerait ça que ça reste comme ça pour garder l'indépendance. Le fonds de la Fondation canadienne d'innovation inclut aussi des fonds une partie pour la maintenance pendant un certain nombre d'années. Donc, c'est sûr qu'on n'envisage pas nécessairement qu'il y ait un partenaire privé qui vienne investir dans le projet parce qu'on trouve ça intéressant justement de dire que c'est par des chercheurs pour la recherche et pour les citoyens, mais éventuellement, c'est sûr que ça se poserait. Si on devait aller chercher à tout prix du financement supplémentaire, ça se poserait. Par contre, je dois avouer que l'université, puis bon, peut-être que le public n'en a pas conscience, mais l'université ont quand même des départements en matière de, justement, quand des ententes du genre qui pourraient être faites, mais ce n'est pas dans nos plans, mais à long terme, avec des organisations privées, ont quand même des barèmes
là, puis des façons de faire qu'il n'y a pas une interférence nécessairement de l'organisme privé qui financerait. Mais après ça, je comprends qu'il y a une question de communication qui doit avoir lieu autour de ça. Mais de toute façon, nous, on ne s'en va pas vers ça, mais je trouve que c'est quand même pertinent. Ouais. Merci. Merci. Je me demande même si la ludification même du consentement pourrait le rendre plus accessible et plus transparent. Ah, c'est une super bonne idée, en fait. Je vais le dire à l'illustrateur qui va aimer ça parce qu'il triperait à essayer d'illustrer des trucs de consentement. Oui, super bonne idée. Il n'y a pas besoin d'appuyer, je pense. On avait commencé justement à essayer d'intégrer comme que le petit robot qui est un peu la mascotte de Datagochi commence à donner de l'information justement sur la confidentialité, pourquoi qu'on collecte telle donnée, à quoi ça peut servir, etc. Mais justement, qu'on puisse pousser ça un peu plus loin, c'est encore mieux. Là. Et puis je peux... Vas-y, Émilie. OK, j'ai un double rôle. Mais aussi, tu sais, je pense que ça ouvre toute la question. On en parlait aussi là, ce matin puis hier de tout cet enjeu de complexité qu'on doit aussi expliquer, qu'on doit simplifier aussi. Puis, tu sais, il y a beaucoup de comités éthiques maintenant aussi qui vont parler d'un consentement simplifié aussi, tu sais, vulgarisé, simplifié aussi. Puis, toute cette question-là de comment en tout cas, tu sais, moi, j'aime vraiment beaucoup l'idée aussi de ce petit robot-là parce qu'on parle beaucoup de, tu sais, d'une façon d'avoir un espèce de consentement dynamique aussi, là. C'est pas juste quelque chose qu'on fait au début puis qu'on revisite jamais, mais en tout cas, l'idée du robot est vraiment bonne. Oui, puis, tu sais, par exemple, dans Datagochi Élection, on demande le code postal, les 3 premiers chiffres du code postal. C'est quand même peut-être la question la plus sensible, entre guillemets, là. Puis c'est là où, justement, c'est dans nos plans de pouvoir déjà là ajouter une bulle là, qui explique pourquoi le code postal est utile, pertinent, etc. Puis comment... C'est sûr que le but, c'est pas que ça devienne lourd, là, que ça alourdisse l'expérience, mais d'ajouter ce type d'informations-là davantage aussi. Prochaine question. Je vous inviterai à vous présenter aussi. Oui, bonjour. J'aime pas cet exercice de me présenter, mais je suis chercheuse postdoctorale à Concordia. Je travaille sur un projet avec un organisme communautaire et j'ai beaucoup travaillé sur les questions de médicalisation. Je m'explique. J'aimerais vous interroger sur tout ce qui est le détournement potentiel de la notion de prévention. Quand on est dans la transition de la santé pharmacologique à la santé numérique. Je m'explique encore un peu plus. Dans tout ce qui est santé pharmacologique, il y a toute cette discussion de reconfiguration des seuils, de tout ça. Et la prévention est réduite finalement au dépistage, à la vaccination ou aux choses finalement qui ont une plus-value sur le marché économique, en gros. Et le parent pauvre, c'est toujours les femmes qui subissent les violences conjugales, les logements, les mères... Bon, vous connaissez ça. Moi, ma question, c'est à quel point on a anticipé, à quel point on pense ces notions-là dans un contexte où maintenant, vous parlez d'empowerment, vous parlez d'autonomie, dans un contexte où cette prévention maintenant va passer par la surveillance de données par le biais des applications numériques, qui est un potentiel de genèse d'une angoisse absolument atroce, en fait, quelque part, et toujours au nom de cette autonomie et de cet empowerment qui contribue à la médicalisation dans le premier contexte que j'ai décrit, mais à quel point ça ne va pas contribuer encore plus à ce contexte-là. Puis après, on va inventer encore une nouvelle application de santé mentale pour gérer cette angoisse, enfin, vous voyez un peu le truc. Donc j'aimerais un peu vous entendre sur ces dimensions-là et à quel point vous, en tout cas, vous rencontrez ce genre de réflexion dans vos pratiques. Merci beaucoup. Merci. Une énorme question. Merci de la souligner. Je pense qu'il y a effectivement un danger, parce que vous dites aussi des données, mais si ces personnes n'ont d'abord pas d'accès à la santé numérique pour différentes raisons, les raisons sont multiples, pas juste l'accès au téléphone. D'un, pourrait même être sous-représenté, même au niveau de l'entraînement de ces données-là. Mais au-delà même, est-ce que c'est le bon outil pour le bon problème? C'est quoi le problème d'abord? Est-ce que c'est un problème plutôt structurel? Est-ce que la technologie va l'aider? Peut-être non. Ça prend vraiment une innovation sociale. Et d'où l'importance d'avoir un colloque comme celui-ci où on parle de technologie, mais on parle également d'innovation sociale, organisationnelle. Donc, peut-être que ce n'est pas le bon outil pour le problème dont on parle. Moi, je pense que c'est essentiel de se le rappeler. Sans non plus être technophobe, non plus pas se dire que la technologie va tout régler, pourrait même exacerber et peut même certainement a déjà commencé à exacerber des inégalités sociales. Donc, merci de le souligner. Merci à vous. Vas-y, Simon. OK. Bien, de mon côté puis de notre côté, je vais parler plus pour moi à titre
dans ma programmation de recherche plus large, je m'intéresse à la santé mentale au travail, puis la santé mentale en général. Puis c'est certain que c'est toujours une tension, je trouve, entre l'autonomisation, l'empowerment, des fois je parle le terme autogestion de la santé, versus des actions plus structurelles sur les déterminants sociaux ou dans les organisations, les environnements de travail qui causent des difficultés de santé mentale. Puis moi, je le vois plus comme l'importance de s'intéresser à une diversité d'outils puis d'approches en complémentarité parce que, si on regarde juste pour la santé mentale, il y a beaucoup de difficultés de santé mentale qui sont multifactorielles. Oui, il y a des facteurs environnementaux, certainement, mais autour de ces facteurs-là, il y a aussi, je dirais, je vais utiliser l'anglicisme, là, mais du wiggle room, un espace dans lequel l'individu peut jouer un rôle. Donc, comment favoriser des changements structuraux, mais en reconnaissant aussi l'agentivité, le rôle que peuvent jouer les personnes. Je ne pense pas non plus que les personnes aiment ça non plus, être privées de cette agentivité-là, puis du choix des options qui s'offrent à eux, à elles. Donc, c'est d'aller être certain qu'on est capable d'offrir une panoplie d'avenues d'intervention ou de solutions. Puis c'est sûr que Datagochi, ça se veut très ludique aussi, là. On n'est pas en train de dire qu'on va révolutionner le monde de la santé publique avec Datagochi. Mais je pense que c'est un outil parmi tant d'autres qui pourrait, à la limite, nous, on voudrait être capable éventuellement, puis c'est plus un rêve à moyen long terme, mais si Datagochi était utilisé de façon très large dans une région ou dans une province, on serait probablement capable d'aller chercher des indicateurs de comment ça va la santé mentale, puis quelles sont la perception des gens de certains facteurs structurels ou sociaux dans les différentes régions, par exemple. Donc, certaines données de Datagochi agrégées pourraient servir à favoriser les représentations, le advocacy pour améliorer l'environnement, etc. Bon, c'est sûr que ce n'est pas le but premier à court terme, mais on peut quand même le voir dans cette visée-là. Moi, je le vois plus en complémentarité qu'en remplacement d'approches de prévention en agissant dans les milieux, sur les déterminants sociaux. C'est-tu rapide? Vas-y. Est-ce que ça fonctionne cette fois-ci? Ça fonctionnait, bon. J'étais marqué. Mais non, c'est une question extrêmement pertinente. Puis je voulais juste mentionner aussi par rapport à Datagochi élection que c'était même dans la logique même du développement un peu. Parce que souvent dans politique, on parle beaucoup de polarisation, les nouveaux applications qui créent des chambres d'écho, que les gens se parlent de moins en moins, qu'il y a des algorithmes qui isolent d'une certaine façon, qu'on comprend de moins en moins l'autre, là, avec un A majuscule. Donc, tout le dernier élément de Datagochi, où est-ce qu'on découvre l'autre, mais l'autre par rapport à soi, puis d'essayer de comprendre pourquoi, si je change juste ma langue maternelle, puis ça change mon vote, ou est-ce que ça change la couleur de ma peau, change ma région, mais ça permet d'explorer par rapport à soi, mais d'explorer l'autre. Donc, je ne dis pas que c'est la solution nécessairement, mais souvent, on en parlait de dire Datagochi, la manière que ça a été développé, c'est vraiment une application aussi de dépolarisation, que je disais, c'était quand même c'était dans nos soucis là, en développant l'outil. Là. Puis, est-ce que j'ai le temps d'un commentaire là-dessus? Rapide. On va faire ça rapide. Non, parce que je pense que c'est vraiment une question clé, là. Il y a un exemple qui a été souvent cité quand on parle de biais de l'IA. C'est une étude de Ziad Obermeyer de Berkeley. En fait, ce qu'ils avaient vu, eux, c'était l'impact d'un algorithme l'algorithme, on peut se dire, c'est une très bonne idée. On veut prédire quelle personne va avoir besoin de plus de soutien pour éviter d'aller à l'urgence. Donc, on veut un peu prédire par rapport à leur utilisation antérieure des soins d'urgence et des soins hospitaliers, comment est-ce qu'on peut prédire quelle personne va avoir besoin de, disons, du CLSC? C'est aux États-Unis, mais l'équivalent du CLSC à la maison pour prévenir qu'il retourne à l'urgence. Ce qu'ils sont aperçus, c'est qu'en appliquant cet algorithme-là, ça venait d'une compagnie d'assurance. Le problème, c'est vraiment que le proxy qui voulait représenter à quel point les gens étaient malades était un mauvais proxy. En fait, le outcome de cette intervention-là, c'est que les populations noires qui, en fait, avaient tout simplement moins d'accès à l'hôpital en amont, se retrouvaient à finalement selon l'algorithme, avoir besoin de moins de CLSC à la maison, alors que c'est tout l'inverse. Donc, on peut comprendre que si on va juste codifier et mettre des modèles mathématiques sur des inégalités sociales structurelles, ça va juste les
les rendre encore plus grandes. Donc, il faut faire très attention et impliquer divers acteurs. Je pense que ça rejoint bien un peu ce qu'on dit dans les 2 derniers jours, même dans la définition de notre objectif, de la définition des proxys qu'on utilise pour les modèles mathématiques, parce que ce n'est pas les modèles en soi qui sont biaisés, c'est nous. Donc, voilà. Merci beaucoup. Sur cette note, je vais vous inviter à tout le monde à aller remercier les participants. Je vais maintenant inviter Mylène Deschênes à venir présenter sa présentation qui s'intitule « Innover en mobilisation responsable des données parce que les chercheurs font de la recherche autrement ». Écoutez, merci de l'invitation. Merci parce que c'est vraiment un fantastique échange, je pense, qu'on a présentement. Puis il est très important et le timing, comme on dit, est parfait. Je pense qu'il y a eu des avancées vraiment excitantes grâce à l'intelligence artificielle et aux données massives. Là, j'en ai mis quelques-unes à l'écran qui se passent à l'Université de Montréal, mais dans toutes nos universités au Québec, il se passe des choses intéressantes, que ce soit, par exemple, pour des outils diagnostiques en radiologie, que ce soit pour l'épilepsie réfractaire, que ce soit pour être capable de faire des diagnostics des maladies de l'œil, etc., etc. On est vraiment dans une époque qui est foisonnante, qui est intéressante. Et je me place, puis là, permettez-moi peut-être une affirmation un peu plus intuitive que basée sur des données, mais quand je mets le pied dans l'hôpital et que j'ai une de ces maladies-là, bien, je la veux, là, moi, l'application que j'ai vue sur le site web de l'Université de Montréal, je les veux, ces soins-là qui sont à la fine pointe. En fait, je m'attends même que l'État qui m'offre ces soins de santé-là va être à la pointe de ces technologies-là. Donc, pour les obtenir, bien, qu'est-ce qu'il faut? Bien, il faut de la recherche. Il faut qu'on forme, qu'on retienne, qu'on attire au Québec les meilleurs experts, les meilleurs cerveaux, les jeunes qui ont ces idées super intéressantes. Puis, il faut, entre autres, des données. Il n'y a pas de choix. C'est ça le matériel, je pense, avec lequel les chercheurs travaillent. De quel genre de données les chercheurs ont besoin? Bien, ça prend des données de qualité et en quantité suffisante, puis bien, notre réseau de la santé en a évidemment beaucoup. Ça prend des données qui sont individualisées, qui sont singularisées. Ça ne veut pas dire que c'est des renseignements avec un nom dessus, mais comme nous a dit M. Diziel hier, c'est certain que ça demeure quand même des renseignements personnels et il faut les traiter avec toute la sécurité nécessaire. Il faut être capable de les jumeler. On veut des données qui reflètent notre société, qui reflètent la vraie vie. Je ne veux pas un jeu de données qui date de je ne sais pas quand ou qui arrive d'un autre pays ou qui arrive d'une autre province. Il faut que ça nous reflète, nous, parce qu'après, l'usage qu'on va en faire va être structurant pour notre société, va être décisif sur les soins que je vais avoir et je veux que ce soit en lien avec tout ça. Donc je pourrais continuer, en fait, sur ce qu'ont besoin les chercheurs, mais rappelons-nous qu'en amont de ces succès-là de l'IA, il y a plusieurs étapes, plusieurs projets de recherche, plusieurs méthodologies de recherche qui se sont succédées. Et c'est intéressant de mentionner que ces recherches-là, données massives, soulèvent parfois des questions. Si on considère ce que je vais appeler, puis là, permettez-moi de caricaturer quelque chose, là, ce que je vais appeler le modèle classique de recherche, d'avoir un participant devant nous, un formulaire de consentement, un projet de recherche où j'ai besoin de 3 variables et je vais vous les nommer avec un objectif qui est complètement défini. Quand on arrive avec l'IA et les données massives, parfois, par exemple, on pourrait vouloir explorer les données pour générer des hypothèses de recherche. Mais ça, c'est contre-intuitif là, complètement par rapport à ce qu'on m'a appris quand je suis allée à l'école, parce que normalement, il faudrait que j'aie déjà cette idée-là en tête. L'organisation d'une base de données à des fins de recherche, c'est de la science en soi, ça. Et on s'est posé des questions, on se l'était posé avec la génomique, mais on s'est posé des questions en se disant, mais ça, c'est-tu de la recherche? On a-tu le droit de collecter des données alors qu'on n'est pas sûr encore quelle hypothèse ça va servir? Le participant numérique, parce qu'on est habitué d'avoir le participant devant nous, mais là, c'est vraiment un participant numérique. On veut interroger, je l'ai entendu hier, on interroge les données. On n'interroge peut-être pas la personne devant nous parce qu'elle n'est pas devant nous. Hein? On n'a pas non plus peut-être ce contact-là. Donc, ça chamboule un peu la relation chercheur-participant. Et donc, ça questionne comment on établit tout ça. J'ai entendu tout à l'heure que la confiance s'établissait notamment parce qu'on a l'équipe soignante devant nous. Mais là, quand on ne l'a pas, l'équipe de recherche devant nous, ça fonctionne comment pour établir la confiance? Et les données d'entraînement d'une intelligence artificielle, ça, c'est fantastique, les questions que ça pose en éthique de la recherche. Les risques de biais, comment fonctionne le retrait. Mais je me dis, c'est des questions qui sont des défis,
Mais est-ce qu'on va se priver de faire de la recherche sur l'intelligence artificielle parce qu'on n'est pas capable d'y répondre? Non, je pense qu'il faut être innovant aussi dans la manière dont on approche la recherche, dans la manière dont on l'encadre. Et il faut juste revenir à quels sont nos objectifs, quelles sont nos valeurs et comment on va mettre ça en œuvre. Un autre élément qui change aussi, c'est la participation citoyenne. On a beaucoup d'exemples maintenant de modèles de co-construction en recherche, de recherche qui sont menés par et pour les citoyens. Au Fonds de recherche, on avait un programme qui s'appelle Engagement. C'est vraiment les questions des citoyens qui sont posées et qui sont appariées avec un chercheur. Donc, on est vraiment sur un autre mode complet. Et je pense que les citoyens et les citoyennes ne veulent plus être toujours des simples participants passifs. Ils veulent vraiment avoir un rôle à tous les niveaux. La participation numérique, j'en parlais tantôt, puis je vais parler de consentement un petit peu, là. On a dit que le consentement des participants, c'est vraiment la voie d'excellence du respect de l'autonomie des personnes, puis j'y crois, je continue d'y croire. On a historiquement accordé beaucoup d'attention au formulaire de consentement, puis on a essayé d'y mettre beaucoup de choses. La valise est pleine, là. On met beaucoup de stock là-dedans. Je me demande, puis c'est une question que je me pose, si on réussit au Québec à établir un cadre de gouverne plus clair pour nos données, est-ce qu'on va pouvoir alléger ce fardeau-là? Puis est-ce qu'on a besoin de faire porter ce fardeau-là par les participants via un consentement ou est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un consensus social qui fait en sorte qu'on comprend comment ça marche? Puis oui, je ne suis pas en train de dire qu'on va enlever le formulaire de consentement, mais peut-être qu'on va pouvoir alléger tout ce qu'on y met. L'autre chose, c'est que le formulaire de consentement, c'est une approche très individuelle, mais est-ce qu'on prend assez en compte certaines dimensions collectives en lien avec les données de santé? J'en suis pas certaine. Puis là, je vais utiliser une citation de 2017, ça a l'air très, très loin en intelligence artificielle, mais c'est pas grave. C'est le CERNA qui a fait un rapport sur l'éthique de la recherche en apprentissage machine, puis qui disait « Il s'agit plus largement d'être conscient que l'apprentissage machine contribue à déplacer le consentement du niveau individuel de l'usage de ces données personnelles à un niveau collectif du consentement à ce que des données, des systèmes informatiques puissent servir à orienter la société à partir d'observations globales de cette société. » Donc, on est vraiment ailleurs, là. Et là, c'est ça, c'est que l'évolution de l'utilisation des données en recherche change. On a plusieurs dimensions que je viens de nommer qui ont changé et dont on doit tenir compte. Et nos lois sont en pleine modernisation, ce qui est une très, très bonne chose. Je me permets de mentionner que la loi sur la protection des renseignements personnels qui a été modifiée au printemps dernier est une loi qui est arrivée en 1994. Alors, juste pour vous situer, là, Michael Zuckerberg avait 10 ans, puis il jouait probablement à Final Fantasy, là, et on n'avait pas encore la toile au Québec sur la toile web, là, donc on était vraiment sur une autre planète. Et tous les processus, les procédés, les formulaires ont été développés à partir de cette législation-là qui datait de 1994, qui était une législation qui a été très pensée sur le papier. Et on est numérique. Alors, il y a vraiment beaucoup de choses à repenser. Fait qu'on est content, nos lois sont en train d'être révisées. On a le projet de loi 19 qui est mort au feuilleton, mais qui proposait quand même des innovations qui étaient très intéressantes. Mais il ne faudra pas oublier sur le terrain d'aller faire la révision du reste aussi, parce que je pense que ce n'est pas juste la loi. Il y a beaucoup de choses à revoir en matière de gouvernance des données. C'est vraiment un moment charnière, puis c'est pour ça que je dis que ce colloque-là est un moment parfait. On a une opportunité de tracer les lignes d'un pacte social entre la société puis les chercheurs et les chercheuses. Puis là, c'est avec vraiment beaucoup d'humilité que je vous présente la prochaine slide, parce qu'il fallait que j'exprime ma pensée, mais je sais que ce n'est pas complet, là, fait que... oui, c'est ça, je le dis comme ça. Je pense que les citoyens, comme je le disais au départ, veulent les meilleurs soins, les meilleurs services, et l'État veut leur offrir ses meilleurs soins, ses meilleurs services, tels qu'elles s'améliorent au fil du temps. Mais pour le faire, il faut mobiliser les données de manière responsable à des fins de recherche pour soutenir ce développement-là. Il ne suffit pas juste de protéger la donnée, de jeter la clé puis qu'on ne s'en serve plus. Si on veut continuer d'offrir ces soins-là, il faut arriver à trouver les éléments de ce pacte social-là. Je pense que le but de la colloque est exactement pour ça. Je vais nommer 2 choses qui, moi, me semble particulièrement important, puis pour lequel je pense qu'au Fonds de recherche du Québec, on peut jouer un rôle. Une, c'est d'être certain qu'au niveau de cette redéfinition-là de la gouvernance, que la voix du citoyen soit entendue et qu'elle contribue de façon continue à façonner les conditions d'utilisation. Puis l'autre, c'est certainement de pouvoir constater l'effet de l'utilisation des données en recherche. Puis là, je vais faire une parenthèse dans ma présentation par rapport à ça, c'est qu'il existe
quand une personne se présente, encore une fois, là, je reprends là, mon image, je me présente à l'hôpital, je veux des soins, je voudrais les meilleurs soins. Les soins que j'ai aujourd'hui, là, je les ai parce qu'il y a 5 ans, il y a 3 ans, il y a 10 ans, il y en a eu des participants en recherche qui ont participé à cette étude-là. Et donc, c'est vraiment un geste de solidarité la journée où j'accepte, moi, de donner mes données, parce que ce n'est pas sûr que c'est moi directement. J'espère que je vais en bénéficier, mais ce n'est pas sûr, peut-être que c'est d'autres. Donc, ce geste de solidarité-là, il faut le nourrir. Il faut le nourrir pas juste dans le projet de recherche, est-ce que ces résultats-là, je comprends ce que ça donne. Il faut que dans notre société, on ait accès à cette information-là, qu'on comprenne qu'est-ce que ça donne que mes données soient utilisées en recherche. Et je pense que c'est hier, Annabelle, qui parlait d'histoire, qu'on comprenne ce que ça fait. Je pense qu'on a une obligation qui va au-delà de la simple transparence passive. Il faut expliquer ces histoires-là pour que les gens comprennent ce que ça donne. Minimalement, au fonds de recherche, on pense aussi que ça implique pour les chercheurs une obligation de libre accès des résultats de recherche, mais on sait que ça ne fait pas tout, mais on est très certainement engagé dans cette voie-là. Je reviens sur le rôle des fonds. Évidemment, soutenir la recherche, il va sans dire, mais nous, on veut contribuer à définir ce cadre social-là puis à protéger son intégrité quand on mène des activités de recherche. Et en ce sens, on est engagé dans 4 secteurs d'activité. Bien sûr, on soutient de la recherche dans ce domaine-là, mais vraiment, on est mobilisé pour faire des choses pratico-pratiques pour être sûr qu'on va pouvoir faire évoluer ces cadres de gouvernance-là, incluant l'engagement des décideurs, la participation citoyenne, incluant le développement de la capacité de recherche, puis bien sûr, repenser la gouvernance, travailler à la sensibilisation, à la formation, ça nous semble des éléments importants. Je donne quelques exemples très, très concrets de ce qu'on fait. Entre autres, rappeler l'importance de la mobilisation responsable des données. On parle trop peu souvent des impacts de ne pas le faire. C'est difficile de mesurer des choses qu'on n'a pas faites, mais je pense qu'on a besoin de rappeler comment c'est important de le faire. Énoncer des attentes à l'égard des chercheurs, puis je vais vous donner des exemples dans quelques instants. Éclairer les décideurs et les opérateurs sur la réalité de l'activité de recherche, de sorte que les cadres, les processus qu'on va mettre en place, bien, ce soit compatible avec le type de recherche qu'on a besoin de faire. Développer la capacité de recherche. Puis hier, on a parlé de souveraineté, d'être sûr qu'on a chez nous nos infrastructures. On peut ne pas être satisfait peut-être de certaines infrastructures publiques, mais on a l'opportunité de les influencer parce qu'elles sont chez nous. Je vous mets au défi cette semaine, si vous n'êtes pas content de ce que fait Twitter de vos données, d'essayer d'aller faire vos représentations. C'est un peu loin. Donc, je pense qu'il faut qu'on investisse dans nos infrastructures de recherche, c'est important. Un deuxième exemple, c'est au niveau de la gouvernance des données, des actions qu'on fait au fonds de recherche. On a bien sûr fait des mémoires au sujet des législations, mais on en a parlé, on a fait des recommandations sur la gestion des centres d'accès aux données. Puis, je souligne le travail de Carole Jabet, Cécile Petitgan, puis bien d'autres qui y ont contribué. On pense que c'est important de soutenir une réflexion continue sur ces questions-là. Au niveau de la gouvernance, puis j'arrive à la fin de mon propos, il y a des choses qu'on demande directement aux chercheurs, puis c'est peut-être pas assez connu, mais il y a beaucoup d'exigences pour les chercheurs quand ils font leurs travaux. Il y a un certain nombre de normes d'éthique, mais ces normes d'éthique-là se transforment véritablement en engagement contractuel. Un document qu'on appelle l'énoncé de politique des 3 conseils formule une formule toute simple concernant le devoir éthique de confidentialité qui, je trouve, traduit exactement ce que ça doit faire. Peut-être que ce n'est pas assez détaillé, ça opérationnalise pas tout, mais qu'est-ce que ça dit? C'est « Hey, chercheur, tu as la responsabilité de t'assurer que ces renseignements-là vont être utilisés, ce pourquoi le participant l'a utilisé, puis qu'ils ne seront pas perdus, volés, etc. » C'est clair. Cet engagement-là est clair. D'ailleurs, il a été testé devant les tribunaux qui l'ont reconnu et qui lui ont donné pleinement voix. On a lancé la semaine dernière la 2e mouture de la politique sur la conduite responsable en recherche. Et il y a une section sur les pratiques exemplaires qui a été largement bonifiée et qui contient maintenant beaucoup d'aspects concernant les données, qui inclut notamment cette question-là du libre accès, mais de toute la rigueur avec laquelle le chercheur, les chercheuses doivent utiliser ces données-là. Cet énoncé m'apparaît quand même important pour asseoir, encore une fois, là, les responsabilités du chercheur.
finalement, j'arrive à la fin. Les agences fédérales ont aussi imposé un certain nombre d'exigences. Les établissements ont jusqu'au 1er mars 2023 pour avoir des stratégies institutionnelles concernant la gestion des données. Et dans certains projets, puis là, ce n'est pas commencé encore, ou en tout cas, c'est très peu commencé, je crois, certains programmes de financement vont exiger des plans de gestion des données. Donc, dans nos institutions publiques, dans les établissements de recherche, il y a toute une ébullition présentement de comment on peut gérer de manière optimale, comment on peut sécuriser de manière optimale les données en recherche. Et c'est vraiment du travail qui se fait en lien avec les exigences des agences de financement. Donc, en conclusion, je veux juste vous dire que on est absolument ravis de ce colloque-là, comme je disais, qui arrive vraiment à un excellent, un parfait moment, parce que si on veut pouvoir développer de la gouvernance novatrice, il faut prendre appui sur des données probantes. On le dit aux autres, mais là, il faut le dire aussi même au niveau de la gouvernance. Et puis, au Fonds de recherche du Québec, bien, on est en marge pour être sûr que cette gouvernance-là va permettre à la fois aux citoyens de se sentir en confiance et aux chercheurs de faire le boulot qui est attendu. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mylène. Donc, on a un peu de temps pour les périodes de questions. Je me demandais si le Fonds de recherche du Québec avait l'intention de faire une petite capsule sur la loi 25, parce que dans le fond, on n'en a pas parlé beaucoup depuis hier, la loi 25, mais elle nous amène quand même des obligations importantes en recherche depuis le 22 septembre dernier. Il y a un grand mouvement de mobilisation là, dans les institutions, dans les organisations, mais ça amène beaucoup d'impact, autant dans les modifications dans Nagano pour l'évaluation des facteurs relatifs à la vie privée, les comités à l'interne. Je serais curieuse de savoir s'il y en a qui connaissent le responsable de la protection des renseignements personnels de leur institution, les responsables de l'accès à l'information dans leur institution et le nom des gens de leur comité. Donc, il y a beaucoup d'obligations qui sont déjà là. Puis, je constate, en tout cas dans mes nouvelles fonctions, qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas encore informés ou pas encore au courant. Donc, c'est ma question. Est-ce que c'était vous portez volontaire pour nous aider à faire une capsule? Non, mais sérieusement, je suis d'accord avec vous. Sur le terrain, on voit qu'il reste encore beaucoup d'informations à faire circuler. Puis, je dirais même qu'il y a deux mondes là, qui sont en train de se rencontrer. Le monde des gens qui s'occupaient de l'accès à l'information, puis le monde des gens qui font de l'éthique de la recherche. Et la loi oblige à ce que ces gens-là travaillent de manière beaucoup plus étroite ensemble, en tout cas de manière beaucoup plus... en tout cas, c'est comme ça que la loi a été prévue. Et donc, il reste du travail à faire. Comme je le dis souvent, même les législations, même si la législation est écrite, ça ne veut pas dire qu'on comprend sur le terrain ce que ça va faire. Après, il faut l'opérationnaliser, il faut l'interpréter. Puis ce travail-là, en fait, je pense qu'on n'est pas prête pour les capsules parce qu'il reste même du travail à faire concernant cette opérationnalisation-là. Je sais que les gens y travaillent, je sais que les comités d'éthique y travaillent, je sais que les établissements y travaillent, mais les chercheurs sont peu informés. Oui, c'est ça. Il reste du travail à faire. Mais merci. Je prends note. C'est bon. Mais écoutez, merci beaucoup pour votre présentation. On vous applaudit encore une fois.